et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je m'appelle Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Irina Riera, avocate au barreau de Tournon, qui exerce principalement en droit des affaires, propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Bonjour Irina. Bonjour Émilie, merci de l'invitation. Alors bienvenue, aujourd'hui on va aborder un thème qui est extrêmement sollicité par les entrepreneurs et les futurs chefs d'entreprise, qui concerne justement les questions de propriété intellectuelle. Pour démarrer, j'aimerais bien que tu nous expliques finalement en quoi la propriété intellectuelle est une spécialité pour un avocat. Alors, c'est une spécialité dans la mesure où c'est un droit d'abord très technique. Il existe des masters spécialisés, comme par exemple pour d'autres types de droits, type droit fiscal, droit de la santé ou droit des assurances. Et les connaissances de base sont très nombreuses. D'ailleurs, il ne suffit pas forcément de connaître le droit, il faut acquérir également toutes les compétences, ce qu'on appelle métiers, des secteurs d'activité avec lesquels on souhaite travailler. Ok, du coup, en tant qu'avocat, la propriété intellectuelle, c'est un sujet qui est assez demandé par les futurs entrepreneurs. En quoi la propriété intellectuelle est importante pour le futur chef d'entreprise ? Alors, à mes yeux, il faut répondre en 2 temps. D'abord, ce à quoi on pense souvent quand on pense à la propriété intellectuelle, c'est surtout que la propriété intellectuelle confère ce qu'on appelle un droit privatif. Le droit privatif, c'est-à-dire que juridiquement, le titulaire du droit de propriété intellectuelle peut opposer ce droit à des tiers, avec pour conséquence d'empêcher certaines actions qui nuisent à l'entrepreneur titulaire du droit, et fonder des actions concrètes contre les personnes qui se servent de l'objet de propriété intellectuelle sans en avoir l'autorisation. Donc ça, c'est l'aspect titre et donc de propriété, droit privatif. Et l'autre aspect important du droit de la propriété intellectuelle pour les entrepreneurs, c'est que la propriété intellectuelle, et ça c'est moins connu, se valorise. Cela signifie que les titres de propriété intellectuelle figurent au bilan dans les immobilisations immatérielles, comme des titres de société par exemple, ou alors si on prend les immobilisations matérielles, comme une voiture, un utilitaire, des machines-outils, ou autre exemple d'immobilisation matérielle. Exploité notamment par le biais de licences. Ok, alors du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret pour les entrepreneurs qui nous écoutent pour qu'ils puissent comprendre vraiment en quoi consiste cette valorisation de la propriété intellectuelle ? Alors, on ne va pas rentrer dans la dimension comptable parce qu'on sera encore là demain matin. C'est ça. Et surtout, c'est pas mon métier. Mais par exemple, je cite souvent l'exemple d'une entreprise type qui, on va dire, qui fonde une grosse partie de ses actifs sur le droit de la propriété intellectuelle, c'est les entreprises pharmaceutiques. Évidemment, ils ont beaucoup de marques, beaucoup de brevets, et on va dire que pour eux, pour ces entreprises, pour elles, c'est plutôt... on va dire que voilà, vraiment les titres de propriété intellectuelle constituent une énorme valeur au bilan. On peut aussi penser à un autre exemple qui sont les entreprises qui œuvrant dans le textile ou les entreprises du luxe, pour lesquelles les marques, et là c'est un autre titre dont on parlera peut-être plus tard, les dessins et modèles constituent une énorme valeur et une grosse partie des actifs et donc de la valorisation des entreprises. C'est-à-dire que d'un point de vue vénal, la propriété intellectuelle dans la valorisation de l'entreprise sur le marché représente une grosse partie. Ok, merci Irina. Là, je crois que c'est vraiment plus concret pour nous, les entrepreneurs, de ce que peut représenter cette valorisation de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de ton activité, parce que moi, voilà, mon activité consiste à accompagner les entrepreneurs, et ces mêmes entrepreneurs, qui sont-ils quand ils viennent vers toi ? C'est quel type d'entreprise qui viennent justement vers toi pour te demander des conseils ? Alors, on a un peu de tout. Ouais. Alors, c'est souvent dans la tête des gens, la propriété intellectuelle, ça va toucher que les artistes picturaux, les auteurs littéraires, voilà. Sauf qu'en fait, pas du tout.
Donc moi je vais avoir des créateurs textiles voilà, qui vont designer des objets voilà, destinés à la mode, à l'industrie de la mode. Je vais avoir des musiciens, je vais avoir des auteurs et voire même des entreprises dans la tech. Ouais. Ou même des artisans ou des entrepreneurs qui veulent simplement déposer leur marque. Ok. Voilà. Et ces entrepreneurs, quand ils viennent te voir, te demander des conseils, quelles sont les questions qu'ils te posent généralement? Ça va aller de la question sur l'opportunité de telle ou telle protection, tel ou tel dépôt de titre, sur les droits que les titres confèrent, sur la légalité de tel ou tel projet au regard du droit de la propriété intellectuelle. Par exemple, est-ce que je peux... là, j'ai vu qu'un concurrent faisait telle chose. Moi, j'aimerais faire quelque chose qui ressemble un petit peu. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est risqué? Voilà, des questions comme ça. Ou alors même, en cas de pot cassé déjà, Ouais. sur le moyen de régulariser des situations. Voilà, par exemple, j'ai lancé quelque chose, une entreprise qui semblerait emprunter des éléments de manière un petit peu trop voyante à un concurrent et il faut maintenant régulariser, ou l'inverse. Ou l'inverse. Voilà. Ouais, du coup, on comprend ici tout l'intérêt de venir bien en amont du projet. Dès qu'on a une idée de création de marque ou quoi que ce soit, il vaut mieux prendre conseil avant même de démarrer l'activité. Je pense que c'est assez clair. Oui, c'est ça. Enfin, de toute façon, même d'un point de vue légal, en tant qu'avocat, on dit souvent un bon mariage, c'est d'abord anticiper le divorce. Et c'est un petit peu pareil en droit des affaires. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux, ça coûtera d'ailleurs en plus moins cher d'aller voir un avocat en amont plutôt que d'aller voir un avocat une fois qu'on est déjà au contentieux ou alors au pré-contentieux. Et puis c'est pas quand on est en activité, qu'on a des commandes à honorer, qu'on doit prendre le temps d'aller régler des litiges. Voilà. En parlant de litiges, quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur peut éventuellement rencontrer? Quel type de problème? Alors, j'en ai parlé un petit peu dans la question d'avant, mais finalement, on va avoir des problèmes du type un concurrent ou d'ailleurs un non-concurrent, ça dépend du secteur d'activité, utilise un signe identique ou similaire au mien. Quand j'entends signe, je parle de marque ou d'appellation commerciale, parce que les appellations commerciales ne sont pas des titres de propriété intellectuelle, mais elles confèrent également une protection. Il va y avoir également des problèmes d'enregistrement de titres, donc des problèmes d'enregistrement auprès des offices dont on parlera plus tard, un enregistrement irrégulier. Donc concrètement, ça veut dire que j'ai pris quand même le temps de déposer un titre ou une marque, mais je ne l'ai peut-être pas bien fait, pas dans les bonnes classes, pas correctement, quoi. Voilà, ça marche. On va y venir. Voilà, on y viendra après, mais effectivement, parfois, lorsqu'on n'enregistre pas correctement, parce que comme je l'ai dit au début, le droit de la propriété intellectuelle est technique, et il y a des procédures strictes à respecter, d'autant qu'elles ont changé récemment. Et c'est vrai que de nombreux problèmes d'enregistrement de titres émanent aujourd'hui. Et après, en autre type de difficultés ou alors on va dire problématique qu'un entrepreneur peut me soumettre, ça va être la nécessité de devoir obtenir une licence, parce que justement, il aimerait faire quelque chose, lancer une activité qui va reposer sur des droits qui sont déjà détenus par quelqu'un, et donc dans ce cadre-là, il faut qu'il obtienne une licence. Et enfin, une autre problématique, ça va être par exemple de rédiger des contrats de cession. Ok, je te remercie parce que c'est vraiment, tu utilises des termes qui sont très clairs et complètement accessibles pour tous les entrepreneurs qui vont nous écouter. Moi, j'ai une question qu'on me pose quasiment tout le temps quand je fais mes accompagnements. C'est: est-ce que je peux protéger une idée ou un concept? Non. Ah, voilà, moi c'est direct, c'est catégorique, vous le savez. Non, en fait on dit en droit de la propriété intellectuelle, on entend souvent que les idées sont de libre parcours. Ça signifie qu'on ne protège pas les idées ou les concepts. C'est vrai que c'est une idée reçue, c'est une idée reçue. On entend souvent, je vais protéger cette idée, je vais protéger ce concept, je tiens un truc là, c'est super. Mais non en fait, parce que le droit de la propriété intellectuelle ne protège que les créations matérialisées sur un support ou alors de manière tangible. Ok. Justement, là, s'il me vient une idée de génie,
comment je peux savoir si mon idée est légitime ou quelle est la frontière entre l'inspiration, la copie, si je suis face à quelque chose qui existe peut-être déjà? C'est une épineuse question. Il y a des pages et des pages de doctrine là-dessus. En fait, en droit, l'inspiration n'est pas interdite. Comme tu le sais, aujourd'hui, les créations sont nombreuses et très largement diffusées, notamment par le biais d'Internet. Et donc, c'est vrai qu'il devient de plus en plus difficile de faire du jamais vu. Clairement, ouais. Voilà, donc il y a de l'inspiration finalement partout. L'inspiration devient problématique lorsqu'on retrouve des éléments caractéristiques de l'œuvre ou de l'objet emprunté de manière trop prégnante. Dans la seconde création, je veux dire. Dans ce cas-là, la contrefaçon peut être caractérisée et malheureusement, on ne peut pas définir la contrefaçon de manière universelle puisqu'en fait, la définition de contrefaçon diverge selon les titres de propriété intellectuelle ou industrielle. Et là, j'aimerais faire une petite précision. Spoiler alerte, le plagiat n'existe pas en droit. On parle de contrefaçon. Voilà, parce que j'entends souvent, oui, alors est-ce que là, c'est du plagiat? Non, ça n'existe pas. On parle de contrefaçon. Ok, donc c'est un terme qui est beaucoup plus... on sent le côté juridique derrière, quoi. Il y a quelque chose qui va tomber derrière, quoi. Voilà. Du coup, imaginons que je me suis réveillée avec une idée de génie, alors pas un concept, puisque j'ai compris que je pouvais pas le déposer. Non, bravo. Mais une idée de marque ou un design particulier, un brevet que j'aimerais déposer. Qu'est-ce que je peux faire pour vérifier que la marque, par exemple, n'a pas déjà été prise? Alors, on va faire ce qu'on appelle une recherche d'antériorité. Alors la recherche d'antériorité, c'est un document, on va dire, plutôt normé, avec certaines étapes à respecter. En matière de marque, on va regarder s'il y a des potentielles antériorités par similitude, par identité. Enfin voilà, je vous passe justement la technique barbante du droit de la propriété intellectuelle. Enfin barbante, pour moi pas, mais voilà. Et en fait, à titre... on va dire que vous pouvez définir votre recherche d'antériorité vous-même, enfin l'effectuer vous-même, ou alors la confier à un professionnel. Alors évidemment, ça ne sera pas la même chose. Nous, comme je le disais, c'est quelque chose de normé. On va vous fournir un document très détaillé, on va étudier toutes les marques antérieures ou alors les dessins et modèles, parce que les titres de propriété industrielle ou intellectuelle peuvent s'antérioriser entre eux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention lors de cette recherche d'antériorité. Et que souvent, lorsque vous pensez, on va dire, investir dans votre titre beaucoup de moyens, voir que ce titre va correspondre à une grosse partie de vos actifs, il faut plutôt creuser la recherche d'antériorité et donc la confier à un professionnel. Voilà, on va dire que sinon, vous pouvez en faire une, ça sera déjà mieux que rien, vous-même, sur le site data.inpi.fr. Et c'est très bien fait. Vous tapez dans la barre de recherche la marque qui est souhaitée. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets, marque, brevet, dessin et modèle, appellation commerciale, enfin nom de société. Et le moteur de recherche va vous sortir tous les noms qui existent, qui sont identiques aux vôtres, voire similaires. Voilà, alors après, ce qui est délicat, c'est d'apprécier la similitude ou l'identité des signes antérieure, et c'est pour ça qu'en général il faut connaître un peu la jurisprudence. Ouais, donc c'est ça un peu la limite au travail qu'un entrepreneur peut faire entre guillemets tout seul, c'est-à-dire qu'il va pouvoir chercher sur la base de données de l'INPI si la marque existe déjà ou pas, mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut pouvoir voir comment je peux éventuellement l'exploiter, quelle similitude il va y avoir avec la marque que moi je veux déposer. C'est ça. Et justement, alors du coup, quelles sont les questions que je dois me poser avant de déposer ma marque? Donc j'ai bien compris la recherche d'antériorité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois, sur lesquelles je dois réfléchir? Oui, alors... Je me doutais un peu de ta réponse. Je me suis dit, ça me paraît un peu trop simple. Non, ça, c'est jamais aussi simple. Je l'ai dit, le droit de la propriété intellectuelle, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte lorsqu'on veut déposer une marque, parce que tout d'abord, en droit, la marque... fait l'objet, on va dire, est soumise, le dépôt de marque est soumis à des conditions de validité que je ne vais pas citer ici,
puisque ça serait barbant, encore une fois. Mais oui, effectivement, il y a des conditions de validité à respecter. Auparavant, dans les procédures de dépôt, on pouvait déposer la marque, même en étant une marque qui serait potentiellement pas valide. Le seul moyen de se la faire, entre guillemets, annuler, ce serait que quelqu'un remarque que cette marque n'est pas valide et puis demande à l'INPI de la retirer, de l'annuler. Enfin, en fait, il y a une procédure contentieuse qui se mettait en route dans le but d'annuler la marque. Aujourd'hui, l'INPI vérifie toutes les conditions de validité de la marque pendant le dépôt, concomitamment au dépôt. Et donc, elle peut vous envoyer un petit courrier de régularisation si votre dépôt n'est pas conforme. Okay. Donc, il faut bien s'assurer que la marque soit valable et respecte les conditions de validité. Bon, sur le site de l'INPI, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Il est très bien fait, c'est une vraie mine d'or en vrai. Il y a déjà pas mal d'infos. Il y a déjà pas mal d'informations. Ouais. Il y a pas de. Voilà, franchement, j'encourage les personnes qui nous écoutent à aller voir le site parce que c'est vrai qu'il explique de manière relativement claire tous les titres de propriété industrielle. Parce que l'INPI, c'est Institut national de la propriété industrielle et pas intellectuelle. Donc voilà. J'ai fait une digression, pardon, je reviens. T'inquiète pas, je crois que c'était important de le faire. Voilà. Donc, si la marque ne remplit pas les critères de validité requis, elle peut, donc l'INPI va vous proposer de faire des modifications. Mais attention, si le dépôt est invalidé car la marque complètement invalide, voire nulle, il se peut que vous deviez faire un nouveau dépôt. Et là, c'est payer une nouvelle fois tous les frais. De dépôt. Donc il faut bien prendre garde avant de faire son dépôt, c'est pas un acte anodin. Quand on fait un dépôt, il faut bien regarder qu'il puisse être reçu favorablement par l'INPI, parce que sinon vous encourez un nouveau dépôt et donc des frais supplémentaires. Après, ce qu'il faut regarder avant de déposer une marque, c'est aussi déterminer les produits et services pour lesquels la marque va être exploitée. Ce qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le libellé de la marque. Et le risque est grand de vouloir déposer une grande quantité de produits et services, mais il faut bien avoir en tête que la marque doit être exploitée effectivement pour les produits et services qu'elle vise, ou autrement, elle encourt ce qu'on appelle la déchéance, même partielle. C'est une procédure, encore une fois, aujourd'hui devant l'INPI, qui est de nature contentieuse si c'est un concurrent qui la demande, mais en tout état de cause, tous les points de faiblesse de votre marque sont des portes ouvertes à ce qu'elle soit attaquée, et c'est pour ça qu'on parle vraiment de marque faible d'ailleurs, et cela expose donc en fait votre titre à des risques de procédure contentieuse, là encore, voire même à des risques d'impacter votre business en fait. Donc c'est pour ça que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Enfin, concrètement, au-delà de la simple idée de déposer une marque, c'est vraiment toute l'activité qui est impactée si jamais il y a le moindre souci d'utilisation de cette marque-là, puisque en toute logique, vous avez déposé une marque, vous allez la commercialiser, vous allez faire toute votre stratégie de communication autour de ça. Voilà. Et si jamais à un moment donné il y a un litige ou quoi que ce soit, c'est toute l'activité qu'il va falloir revoir et c'est assez coûteux. Exactement, c'est pour ça que c'est important d'évaluer vraiment ce qu'on appelle aussi la distinctivité de la marque avant de la déposer. Donc est-ce que vraiment elle présente un caractère arbitraire par rapport aux produits ou aux services visés? Est-ce que vraiment aucun signe n'a été déposé aucun signe, là j'exagère, mais vraiment est-ce que le signe permet de rendre distinctif votre entreprise, de rendre distinctif votre entreprise? Est-ce que pour le coup on va reconnaître votre entreprise au travers de ce signe, à l'exclusion et sans risque de confusion avec d'autres entités déjà existantes. Alors on a parlé de marque, on a parlé d'idées, de concepts. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un brevet et une marque ? Oui, alors ça c'est une très bonne question aussi, parce que c'est vrai que j'entends souvent au fil des discussions avec des gens comme ça qui me disent « Ah ouais, là, faut que je m'occupe de ma marque, faut que je fasse un brevet. » Alors nous, on va dire, les praticiens de la propriété intellectuelle, on se dit
Alors oui, non, non. On va reprendre au début là, on va t'expliquer. Alors en fait, c'est 2 titres de propriété industrielle, pour le coup, la marque et le brevet, qui ne poursuivent pas du tout le même objectif. La marque sert à garantir l'origine d'un produit. Donc c'est ce que j'évoquais juste avant, elle sert à différencier vos produits de ceux de vos concurrents au regard du consommateur. En fait, la marque protège ce qu'on appelle les signes distinctifs, qui est pour moi vraiment une formule éloquente. Voilà, ça va protéger votre distinctivité sur le marché et ça va garantir le fait que que le consommateur, que la cible, va bien vous identifier au milieu des concurrents. C'est le but de la marque. Aussi bête que cela puisse paraître, parce que normalement on se dit que la marque, l'objectif c'est de créer encore une fois un titre privatif, mais en fait un autre objectif c'est de protéger le consommateur, puisqu'il faut qu'il puisse déterminer correctement l'origine commerciale du produit. Ça c'est quelque chose qu'on connaît peu. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. C'est un angle de vue que j'avais pas du tout, tu vois. Ouais. Et donc la marque, voici pour la marque. Et l'autre titre donc très connu qu'on essaye de sortir à toutes les sauces, c'est le brevet. Que le brevet donc va protéger une innovation technique. C'est donc finalement ce qu'on appelle innovation technique. Ça va être un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique inconnu à ce jour de l'état de l'art. En simplifié, hein, parce que encore une fois un brevet c'est un titre qui est très coûteux, qui est plus coûteux que les autres titres de propriété industrielle ou intellectuelle et qui va demander un dépôt de brevet, c'est beaucoup plus de boulot qu'un dépôt de marque puisque il y a des revendications à formuler, c'est tout un truc, voilà. C'est plus technique aussi, j'imagine. C'est beaucoup plus technique, voilà. Et finalement, ce brevet va conférer un monopole d'exploitation sur cette innovation. Donc une fois que c'est déposé, plus personne ne peut utiliser sans mon consentement, en tout cas, la technologie que j'ai déposée. En gros, c'est ça. En gros, on a compris que... En gros, il y a toujours des exceptions. C'est ça. En droit, de toute façon, vous savez. Est-ce qu'il y a d'autres titres de propriété intellectuelle qu'on n'aurait pas évoqués ? Oui, alors, et justement, c'est important de soulever cette question, puisqu'il n'y a pas que la marque et le brevet qui sont encore une fois les stars du droit de la propriété intellectuelle. Il y a des titres qui sont moins connus, mais par exemple, moins connus pas, ou alors surtout pas connus pour les usages pour lesquels on les utilise en pratique. Et là, par là, j'aimerais qu'on parle un peu du droit d'auteur, puisque le droit d'auteur ne sert pas qu'à protéger, encore une fois, les œuvres picturales ou littéraires ou les œuvres architecturales. Ou, voilà, enfin bref, on ne voit pas le droit d'auteur que dans les musées ou quand on entend un orchestre jouer, en fait. Mais par exemple, le droit d'auteur protège aussi les logiciels et les bases de données. Voilà, les logiciels et les bases de données qui sont quand même des éléments qui parsèment nos vies de manière extrêmement importante aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait, excuse-moi, de valorisation. Là, pour le coup, en base de données, je crois que c'est ce qui est aujourd'hui une des choses les plus valorisées en entreprise. Voilà. Donc ça se protège. Donc c'est protégé. Il y a un droit qui s'appelle le droit du producteur de base de données. Et c'est un dérivé du droit d'auteur. Ok. Et le logiciel, c'est pareil. Voilà, c'est des dérivés du droit d'auteur. Sinon, comme autre titre important, il y a aussi les dessins et modèles. Donc ça, je l'ai évoqué juste avant, le dessin et modèle, au début de notre entretien, qui servent à protéger le design, voilà, vraiment l'aspect esthétique extérieur d'un produit. Et donc ça, c'est des titres industriels qui sont très utilisés, notamment dans l'industrie de la mode, dans l'industrie textile, dans l'industrie du luxe, ou alors même dans l'industrie automobile, les rétroviseurs sont protégés parfois par des dessins et modèles, l'aspect extérieur d'une voiture, même des objets de l'industrie. Et après, il y a évidemment d'autres types de propriétés industrielles qui sont beaucoup moins connus, mais on n'y viendra pas aujourd'hui parce que les certificats d'obtention végétale, à moins que vous développiez vos plantes à la maison, voilà. Et pourquoi pas ? En tout cas, si on a ce type d'auditeurs, ils sauront vers qui se tourner du coup. Exactement. Ok, on a parlé de tous les titres de propriété intellectuelle. Je crois qu'on a fait en tout cas le tour des plus importants. Si je souhaite justement faire un dépôt d'une marque, d'un brevet, vers qui je dois me tourner ? On a parlé de l'INPI. Est-ce qu'il y a d'autres organismes ? Tout à fait. En réalité, ça va dépendre du type de protection que vous souhaitez, parce qu'en fait, on va
établir vos besoins en matière de propriété industrielle et établir ce qu'on appelle une stratégie, finalement. Et cette stratégie peut impliquer un dépôt à l'international, suivant ce que vous visez pour votre activité, suivant si vous souhaitez exporter, suivant si vous souhaitez, même juste commercialiser à l'étranger, voilà. Donc en réalité, de cette stratégie va découler la nécessité de s'intéresser à des dépôts étrangers, et auquel cas on n'aura pas forcément recours à l'INPI. Ça va être, on va pouvoir aller déposer des titres devant l'EUIPO, ce qu'on appelle, donc c'est l'Office de l'Union européenne en matière de propriété industrielle. Sinon, on peut aussi déposer des brevets européens devant l'OEB, et sinon il y a le grand Manitou, l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle intellectuelle, qui se trouve à Genève, voilà, qui en fait finalement a une fonction d'administrateur des dépôts internationaux, voilà, puisque en fait c'est l'OMPI qui va gérer les dépôts internationaux. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup, Irina. C'est très clair quand tu nous expliques toutes ces questions que peuvent se poser les entrepreneurs. Moi, j'ai une dernière question à te poser, si tu me le permets. Irina, pourquoi tu as choisi cette spécialité ? Alors, c'est une très bonne question. Personnellement, en fait, on dit souvent que les personnes qui partent en droit de la propriété intellectuelle dans un cursus de droit, parce qu'il faut savoir que la propriété intellectuelle, c'est une sous-branche du droit des affaires, hein. Donc c'est pas, on va dire, une branche non plus isolée, mais c'est un peu les artistes du droit, parce que finalement, on a toujours cette prise avec la création, et puis pour moi, c'est très important de permettre les créateurs, les innovateurs, de valoriser leur création et puis leurs efforts intellectuels. Et puis personnellement, j'ai cette fibre-là, j'aime la musique, j'aime les créations, j'aime tout ce qui est novateur, tout ce qui est innovation. Et puis la fibre du droit pur, technique, m'a été donnée par un de mes professeurs à l'université de Heidelberg quand j'étais en Allemagne. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Un métier passion alors. Voilà. Je crois qu'avec les entrepreneurs qui nous écoutent, on est tous d'accord. On fait tous ce métier-là par passion, entrepreneur ou avocat. Je te remercie beaucoup, Irina. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de choses dans ce podcast. Les coordonnées d'Irina se trouveront sur le site de la communauté des entrepreneurs et dans la description du podcast. On vous invite bien entendu à écouter les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait, et on vous retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Merci Irina. Merci Émilie.